Bonjour. C'est l'une des humoristes les plus talentueuses de sa génération. Salut Internet, je m'appelle Swan Périssé et sur ma chaîne je donne des conseils en diététique. Qui n'a pas peur de s'attaquer aux sujets qui fâchent. Mbappé, il a éclaté de rire quand on lui a proposé de prendre le train plutôt que l'avion pour aller faire un match. Il a un bête de sens de l'humour, genre. Faut qu'il lise le dernier rapport du GIEC, il va se taper des barres. Entre influence, stand-up et prise de position engagée, Quand est-ce que vous comprendrez que ces écolos désespérés, ils essayent juste de ralentir le réchauffement climatique? Swan Périssé est devenue une figure de l'humour, de l'écologie et du féminisme sur Internet. Un jour, j'ai un ex qui m'a quitté parce que, je cite, il voulait sortir avec une femme sans ambition. Je pense qu'il voulait une femme qui avait pour ambition son ambition à lui. Difficile de la mettre dans une case, elle parle aussi bien de donation d'ovules que de ses voyages à vélo qu'elle documente sur Internet, de sujets plus graves comme les agressions sexuelles. J'ai une copine qui s'est faite agresser sexuellement dans un bar par un homme l'autre jour. Qui d'autre? Ou encore de la montée du racisme. Si tu regardes trop BFM ou CNews ou n'importe quelle chaîne où il y a Bolloré derrière, au bout d'un moment, sans t'en rendre compte, tu vas toi-même prononcer l'expression immigration clandestine. Alors faut-il forcément être engagé pour faire de l'humour? Quel est le lien entre humour et politique? Comment s'engager pour l'écologie à travers l'humour ou le monde de l'influence? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission sur l'humour et la politique. Swan Périssé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Blast. Alors, pour des raisons de transparence, je me dois de préciser, avant qu'on commence cet entretien, que je te connais dans la vraie vie, qu'on s'est déjà croisés à de nombreuses reprises. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va se tutoyer et pas se vouvoyer comme je le fais normalement avec mes invités. Donc, comme d'habitude, dans cette émission sur l'humour et la politique, dans un premier temps, on va revenir sur ton parcours, sur ce qui t'a amené à être humoriste. Et dans un deuxième temps, tu vas nous donner ta vision de l'humour, de la conception que tu as de ton métier. Et tu vas nous parler de ce que tu considères peut-être être de l'humour engagé ou non. Okay. Donc, pour revenir sur ton parcours, tu es humoriste et vidéaste. Après un parcours universitaire brillant, somme toute, tu es diplômé de Sciences Po Paris, tu entames une carrière d'humoriste sur scène et en parallèle, tu entames également une carrière sur YouTube où tu commences à publier des vidéos. Tu vas délaisser peu à peu la scène pour te consacrer uniquement à YouTube où tu publies des sketchs qui sont tirés de ta vie personnelle pour beaucoup et qui vont rencontrer énormément de succès. En 2015, tes vidéos sont déjà tendance. Tu vas collaborer ensuite avec des youtubeurs très connus comme Pierre Cross, par exemple. Ta chaîne accumule plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et en 2020, c'est un véritable tournant puisque tu publies une vidéo très touchante, en tout cas qui a touché énormément de gens, qui va te faire exploser, où tu documentes ta rupture amoureuse. Il y a un an, la plus grande histoire d'amour que j'avais jamais vécue, c'est terminé. J'ai cru que j'allais mourir de chagrin et j'en ai fait une vidéo qui s'appelle « Il m'a quitté par mail » qui a fait un buzz interplanétaire. Depuis, la vidéo a été supprimée parce qu'elle a fait polémique. Cette vidéo était sur le chagrin d'amour, sur la survie et sur la résilience. Et depuis, j'ai reçu des milliers de messages et j'en reçois encore aujourd'hui. Et puis tu vas diminuer le nombre de vidéos qui étaient dans le registre que tu pouvais avoir avant et tu vas partir vivre seule dans une caravane, tu vas faire le tour de la France, tu vas le documenter là aussi. La crise de la trentaine. La crise de la trentaine. Tu vas le montrer à tes abonnés et tu vas créer une seconde chaîne YouTube qui est dédiée à l'écologie. Tu vas te mettre à faire des contenus qui sont finalement de plus en plus politiques. Et récemment, il y a environ un an, il me semble, tu as décidé de reprendre le stand-up, la scène, finalement tes premières amours. Et là, tu reviens avec un one-woman show dont on va parler un petit peu plus longuement après. Et avant d'aller un peu plus loin dans ce sujet, j'aimerais qu'on réponde tout de suite à la question qui traverse un peu ces émissions. Est-ce que toi, tu te qualifierais d'humoriste engagé ? Tout à fait. Pourquoi ? Moi, je me qualifie d'humoriste engagé parce que à chaque fois que je fais des blagues, alors je peux faire des blagues sur plein de sujets, mais à chaque fois que je fais des blagues, celles qui me plaisent le plus, c'est quand l'intime devient politique. Donc, par exemple, je parlais énormément de sexualité ou de choses anodines que j'ai entendues dans le bus, dans la rue, à un repas de famille. Mon but, c'est de se moquer de l'intime et de dire comment tu réagis dans ton repas de famille avec tes copains, etc. Mais mon but, c'est que les gens s'interrogent sur le sexisme, l'écologie et notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Et est-ce que cette vision-là, tu l'avais dès le début, quand tu as commencé il y a quasiment 10 ans, je pense maintenant aujourd'hui. Je ne veux pas te vieillir, mais... non, pas du tout. Moi, je voulais être une star. Vraiment, c'était un objectif de mes 12 ans à mes 28, 29. Je faisais des grandes vidéos très divertissantes. Je me suis demandé si on traitait l'appart d'un pote comme la rue, à quoi ça ressemblerait. Nous allons parler aujourd'hui d'un jour où j'ai failli perdre la vie et je ne l'ai pas perdu. Il paraît que c'est Ève qui a croqué dans la pomme.
Mais toi, tu crois vraiment que ça s'est passé comme ça? Des jeux concours dans des supermarchés. Fais au moins 5 pompes au rayon chips. C'est parti. Allez, chips. C'est parti. Ya. Je fais des pompes parce que je vais acheter des chips pour compenser. Des petites blagues de réaction devant des pubs. C'est vraiment n'importe quoi cette pub. Il y a personne qui écrit un numéro de téléphone fixe 04 88 26 quand elle va faire du shopping. Du divertissement pur. Je vous ai demandé en story de m'envoyer des vêtements, des vieux vêtements qui traînent un peu dans vos armoires, que vous ne mettez plus. On va regarder ces vêtements et ensuite on va faire des fausses pubs pour des marques qu'on aura inventées. Et là, j'ai commencé à sentir un grand vide en moi. Et j'avais vraiment besoin de parler d'autre chose, quoi. Donc il y avait toujours du féminisme caché. J'essayais de visibiliser des femmes beaucoup. J'avais fait certains sketchs très engagés, mais il y a eu un moment où je suis devenue un peu plus tout public. J'avais envie de ça aussi, moi, dans ma carrière, d'aller toucher tout ça, mais ça m'amuse moins. Maintenant, ça m'ennuie, quoi, carrément, de faire des blagues sur le quotidien et tout. C'est plus du tout mon truc, quoi. Mais est-ce que tu as quand même fait Sciences Po? Donc à la base, ça t'intéressait, les sciences politiques et le politique? Ouais, alors franchement, pour être honnête, j'ai fait Sciences Po par reproduction sociale. Parce que mon papa il avait fait un peu Sciences Po, mais il s'était fait virer, je crois. Toi, tu es originaire de Paris? Voilà, c'est ça? de Paris, exactement. Mon papa avait fait l'ENA. Et donc, en vrai, moi, j'étais très, très bonne élève au lycée. Mon père connaissait un peu ces écoles pour élèves brillants un peu partout. Et donc, j'étais très emballée par les sciences politiques, mais c'était plus étudier les institutions politiques, étudier comment on a le pouvoir et comment on l'exerce, étudier les sciences internationales, enfin des trucs comme ça, quoi. Mais c'était pas forcément la politique comme je l'entends aujourd'hui. Pour moi aujourd'hui, vraiment, ce qui résume mon travail, c'est l'intime et politique. Si je fais des blagues sur pourquoi parfois les amants aiment bien qu'on leur fasse des fellations, mais ils font pas de cuni en retour, et ben pour moi, ça devient politique. Et pourquoi ça fait 1,5 million de vues en une journée, c'est parce que c'est politique. L'autre jour, j'ai rencontré un homme charmant qui m'expliquait qu'un homme ne devrait jamais s'abaisser à faire un cuni à une femme. C'est vrai qu'il faut se baisser. Pas forcément s'abaisser, mais c'est vrai que physiquement, il faut être en dessous du niveau de la tête, du regard. Et ça m'a rappelé que j'avais un ex. À chaque fois qu'il me faisait un cuni, c'était assez rare, je ne me cache pas, il me mettait un coussin sur le visage. Avant de se baisser, du coup. Sans me demander ma permission, il me manquait de m'étouffer à chaque fois. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi il faisait ça. J'ai jamais compris s'il voulait que je fasse pas de bruit, que je le vois pas dans cette position vulnérable, ou que je meure. Et aujourd'hui, je suis soulagée de savoir qu'en fait, il voulait pas s'abaisser à faire un cuni à une femme. Non mais on vit dans une société qui est en bonne santé. Hein. Donc tu considères que tu dois... Mais on n'étudiait pas ça à Sciences Po. Oui, j'imagine. Tu considères que tu dois être utile finalement à la société quand tu produis des sketchs. Est-ce que tu as ça en tête toujours? Non, en fait, c'est vrai, ça vient vraiment du cœur. En fait, moi, je crée que quand j'ai envie. Donc, en ce moment, moi, j'ai envie que ça marque plus. Je sais que il y avait un moment de ma carrière où je voulais plaire à tout le monde. Et là, ces derniers temps, je renforce vraiment ma personnalité sur scène. La dernière fois, je faisais un sketch super trash. Il y a vraiment un homme qui s'est levé au 3e rang et qui est parti. Et les gens hurlaient de rire. Et j'étais là, au revoir, monsieur, c'est pas pour tout le monde. Et il partait et tout. Ça, c'est une victoire. Ça devient une victoire, voilà. Mais en fait, je reviens 4 ans en arrière où j'essaie de plaire à tout le monde. Et pareil, j'ai une abonnée qui m'a écrit, qui était là, genre, c'était incroyable et tout. Mais il y avait la mère d'une abonnée dans le métro qui était là, oulala, c'est presque vulgaire et tout. Et j'étais là, yes! Je ne veux pas choquer, mais en tout cas, en ce moment, oui, c'est vers là que je me dirige, quoi. Ouais, ça provoque. Mais ça vient ça provoque. Mais ça vient du cœur. Je me dis pas, il faut que je provoque, il faut que je trouve un sujet politique à aborder. C'est juste, tout ce que je vois dans la vie qui a l'air anodin, pour moi, c'est politique, donc je le transmets comme ça quand j'en parle. Mais je me dis pas, qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent ou de politique, tu vois. Je me dis, genre, il faut juste que je parle de ce qui me révolte, et souvent, c'est politique. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est donc, tu as créé un one-woman show, on va en parler un peu plus tard, que tu vas jouer, que tu es déjà en train de jouer, et tu publies des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, de manière extrêmement régulière, où tu parles d'écologie, où tu parles de féminisme, et tu le disais, il y a des vidéos qui deviennent régulièrement virales, où ça parle quand même de grands thèmes de société, avec un angle très politique. Tu as parlé de réactions qui pouvaient être un petit peu virulentes dans la salle, ce qui semble un peu étonnant, parce que ça veut dire que les gens quand même payent pour venir te voir, donc ils n'ont pas regardé avant ce que c'était. Mais tu provoques également une certaine colère, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part des conservateurs. Donc il y a toutes les sphères d'extrême droite, notamment sur les réseaux sociaux, qui te tombent régulièrement dessus, qui sont outrés. Et je suis tombée sur un article de Valeurs Actuelles
qui date de l'année dernière, où il t'avait mis aux côtés du député de la France Insoumise, Louis Boyard, et du chanteur Bilal Hassani, et il t'avait qualifié, on mettra la couverture à l'écran, de désespérant visage de la jeunesse. Donc le sous-titre, c'était, je cite, « Il prône la désobéissance civile, la fluidité des genres et l'écoféminisme. Les visages de la nouvelle génération n'inspirent que peu de confiance pour l'avenir du pays. » Est-ce que ça, c'est une victoire, c'est une fierté? C'est une fierté incroyable. C'est un life goal, quoi. En tout cas, ça parle déjà des deux grandes thématiques, et tu les as citées, qui sont les tiennes et sur lesquelles tu t'engages. Je pense qu'on peut le dire ouvertement. C'est donc, premièrement, le féminisme. Pourquoi est-ce que tu as commencé à être féministe aussi ouvertement sur des sujets qui sont pas forcément encore... Enfin, certains sujets sont encore tabous. Tu parlais de fellation, tu parles beaucoup de sexe, avec une approche très féministe. Pourquoi est-ce que ça, particulièrement, c'est important pour toi? En fait, moi, comme je te l'évoquais, j'écris beaucoup avec les émotions. Et quand tu apprends à écrire du stand-up et de la comédie, vraiment, la base d'une vanne, je sais pas si tu as déjà eu cette conversation avec un humoriste, mais c'est souvent une prémisse, donc quelque chose de très juste que tu observes dans la société, que tu arrives à voir, que les autres ne voient pas forcément. C'est le propre de l'artiste, je pense, même du peintre ou quoi. Et ça s'appelle le prémisse. Et ensuite, je me souviens, j'avais lu un livre des années 90 sur comment écrire une vanne, ça s'appelait The Bible of Comedy ou un truc comme ça. Et en gros, après, la prof de ce livre, quoi, qui était un peu le truc dans les années 90 de stand-up, te dit quelle émotion tu ressens par rapport à ce que tu viens de remarquer. Est-ce que ça t'énerve? Est-ce que ça te fait rire? Est-ce que ça te contrarie? Est-ce que tu trouves ça bizarre? Est-ce que voilà, et moi, presque tout part de la colère, en fait. Et mon spectacle, qui est en ce moment donc en rodage, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore abouti, etc., se dirige de plus en plus là-dessus et va sûrement s'appeler Calme ou Sereine, parce que je ne suis absolument pas dans la vie. Et ça part de la colère. Et donc, qu'est-ce qui peut m'énerver plus que de voir tous les jours, partout, dans les objets, dans la rue, dans la façon dont on parle, dans la façon dont on me regarde. Du sexisme. Du sexisme. En fait, donc ça irrigue mon sang, quoi. C'est tout le temps, j'y pense tout le temps. Je pense que ces dernières années, j'ai surtout parlé d'écologie, mais parce que le féminisme, maintenant, c'est moi, quoi. Je me prends pour Mélenchon. Non, mais en gros, j'ai pas du tout l'impression de me dire je parle de féminisme, mais j'ai l'impression que ça infuse tout ce que je raconte tout le temps. Je peux pas m'en empêcher. Dès que je parle avec quelqu'un qui me dit « Oui, moi, mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs à faire ceci et tout », je peux pas m'empêcher de dire « Et du coup, tu travailles pas avec des femmes ?» Mais c'est pas pour dire « T'as pas utilisé l'écriture inclusive !» C'est pas du tout ça, c'est juste que... oui, je me dis, les entrepreneuses, j'ai l'impression que tout le monde nous oublie. Et donc, ça irrigue mes veines, quoi. Alors que l'écologie, c'est plus un truc sur lequel je me suis penchée, où j'ai commencé à m'y intéresser et tout. Mais en tout cas, sur le féminisme, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en regardant, parce que moi, je te suis depuis des années, et déjà... Il y avait des vidéos. Elle me suivait avant qu'on se connaisse personnellement. Oui, c'est ça. Je suis une fan de pour la gloire. Non, j'avais suivi notamment une vidéo où tu parlais des commentaires qui étaient faits sur ta poitrine. Il m'arrive dans mes vidéos, de temps à autre, de porter des décolletés. Je mets des décolletés dans mes vidéos parce que j'aime bien mettre des décolletés. Mais vu que ça suscite énormément de débats, je me suis dit que j'allais faire une vidéo spéciale pour vous expliquer pourquoi je montre mes seins en vidéo. T'avais beaucoup marché, ou t'étais pas forcément... Ma poitrine ou la vidéo? Non, la vidéo. Ma poitrine a beaucoup marché aussi. Hein. La vidéo, il me semble, et où tu te moquais des commentaires en prenant vraiment le truc au mot près, quoi, des commentaires qui te traitaient de pute parce que tu mettais des décolletés. Il semblerait que la première raison pour laquelle je mets des décolletés dans mes vidéos, c'est parce que je suis une pute, une salope, ou bien encore une prostituée. J'avais longtemps pensé à la prostitution en tant que carrière, surtout après avoir eu mon Master 2 de Sciences Po Paris en poche, et je trouvais ça vraiment fatigant en fait de créer un profil en ligne, d'aller chercher des clients, d'essayer de les convaincre de coucher avec moi. Parfois ils me posaient des lapins, donc c'était un peu fatigant. Il faut tout le temps avoir des préservatifs sur soi, faut en plus prendre une contraception au cas où il y a un petit problème. Et tout ça, je trouvais que c'était un travail épuisant et assez pénible. Donc, à la place, je me suis dit, je vais ouvrir une chaîne YouTube. Je vais travailler jour et nuit, sacrifier mon sommeil, mon statut social, ma vie amoureuse pour pouvoir construire à la sueur de mon front une communauté. Au bout de 4-5 ans, normalement, la chaîne YouTube, elle fonctionne. Et ce que je devrais faire, c'est mettre un petit décolleté. Comme ça, paf,
taf, je fais un petit meet-up et ensuite c'est beaucoup plus simple de monétiser des prestations sexuelles contre une rémunération. Je suis trop contente de te rencontrer. Est-ce que je pourrais avoir un autographe? Bah oui, avec plaisir. Merci beaucoup. De rien, t'as l'argent? Pour l'autographe? Mais non, pour... j'ai l'ISCAN derrière, là. Le lit de camp? Non mais j'ai un décolleté, hein. Tu crois que je fais des vidéos pourquoi? Au suivant. J'espère que t'as l'argent, toi. Il y avait déjà, je trouve, une démarche féministe, mais qui n'était pas forcément assumée comme aujourd'hui, où tu te revendiques vraiment du féminisme. Non, je pense que je suis devenue plus efficace. Mais je pense que j'étais déjà féministe à l'époque. Il y a même, je pense, peut-être 7-8 ans, j'avais fait... Quand on imagine une femme au pouvoir, un truc comme ça, en plus, c'était des élections, encore une, où Marine Le Pen était potentiellement montée dans les sondages. Et donc, c'était un titre putaclic quand on imagine une femme au pouvoir et tout. Mais en gros, j'avais repris plein d'extraits de films, de façon de filmer. J'avais tourné dans un faux décor de l'Élysée, façon pornographique, comme si j'étais Cendrillon, Blanche-Neige. Enfin, j'avais montré à quel point on était sexualisé, débilisé, etc. Donc je pense que le féminisme a toujours été là. Je pense que maintenant, je suis beaucoup plus efficace, notamment parce que je suis revenue à l'écriture stand-up. Et les vidéos YouTube, en fait, t'as plein de formats différents. 20 minutes, 40 minutes. Tu peux raconter des histoires, des aventures, c'est drôle. Alors que sur Instagram, c'est vraiment du stand-up. Enfin, en tout cas, la chose que je fais moi, c'est 1 minute ou 1 minute 30 de vanne sur un sujet, tac, 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 ça envoie. Donc, c'est plus flagrant, en fait. C'est moins caché que je suis féministe. C'est plus, genre, ça en envoie plein la gueule, quoi. Dans un repas de famille, il y a mon oncle qui m'a dit cette phrase qu'on a tous entendue. Ah non, mais de toute façon, les hommes, ils sont pas faits pour être fidèles. Parce qu'en fait, on est des mammifères. Et regarde les lions. Ils ont plusieurs lionnes. Toi, t'es un lion, toi? Attends. Quoi? Toi, t'es un lion, toi? Non, mais excuse-moi, tonton. Tu n'es pas un lion. Toi, t'es un mammifère. Non, d'accord, t'es un mammifère. Un ragondin, à la limite, parce que t'as gagné une médaille de natation en 3e. un furet. Les furets, c'est des mammifères aussi, tonton. Tu n'es pas un lion. Donc, un de tes grands engagements, c'est le féminisme, c'est l'égalité femmes-hommes. Tu dénonces toutes les inégalités qu'on peut avoir, y compris, je le disais, dans des domaines dont on parle pas forcément comme le sexe, où tu vas, le moins qu'on puisse dire, c'est de manière crue, sans embâge. Où à chaque fois, t'hésites pas à donner les moindres détails. Et le pire, et à chaque fois je regarde les commentaires des vidéos, c'est que ça parle à beaucoup de femmes, au vu du nombre de réactions. C'est terrible. Donc c'est peut-être que t'as investi un terrain qui est pas forcément investi de ce côté-là. Il y a encore des gens qui pensent que les sextoys servent à remplacer les hommes. Si vous pensez ça, c'est que vous faites très mal l'amour. Faire l'amour, c'est 2 âmes ou plus qui se rencontrent à travers le corps. Ce sont des odeurs, des fantasmes, des rires, des caresses et, comme son nom l'indique, de l'amour. Si vous comparez avec un sextoy, ça veut dire que pendant l'acte sexuel, vous avez un comportement moins stylé que celui d'un objet électronique. Et ensuite, il y a un deuxième pilier de ton engagement qui est venu finalement peut-être un peu plus tard, qui est l'écologie. On a commencé à en parler. Moi, je date cet engagement affiché à la création de ta chaîne en 2020, qui s'appelle Vert chez vous, qui a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés, où tu allais vraiment ouvertement documenter des initiatives écologiques chez les gens, chez tes abonnés. Je me rends chez les gens pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Je suis avec Claire. Aujourd'hui, on est avec Clément. Je suis avec Claire et Johan. Et là, je trouvais qu'il y avait presque une démarche journalistique dans ce que tu faisais. Serre de couvercle ou alors du bois, de la récup, etc. Puis vous testez quoi. Là, c'est vrai qu'on a un couvercle qui a trop la classe. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre tout sauf les produits laitiers et la viande. Bah là, on va mettre le beurre. On va tester quand même. Ouais, on va tester. Vu la saison. Voilà, vu la saison, tu peux tester de mettre ton beurre. Puis le beurre, c'est bien quand il est un peu mou. Comme ça, il est prêt pour les tartines. Parole de Bretonne. Pourquoi ce tournant soudain? Alors, il y a eu 2 choses dans ma vie. La première, c'est que donc je travaillais dans un collectif de youtubeurs qui faisait du contenu. J'étais très contente de le faire. J'ai appris plein de choses, mais du contenu très commercial, très tout public. Et je me suis rendu compte que le système était gangréné par le capitalisme, en fait, parce que plus on faisait de vues, plus on pouvait faire des partenariats avec des marques qui avaient de l'argent, plus on s'intéressait seulement aux marques qui avaient de l'argent. Donc, c'était parfois des grands groupes. Quand je suis partie, j'ai vu que ces gens avaient travaillé avec Total Energy. T'étais contente de plus y être. J'essaie de dîner. Et donc, en fait, le filtre pour savoir quels produits on allait vendre aux personnes qui regardaient nos contenus, c'était est-ce qu'ils peuvent donner plus de 10 000, 20 000, 30 000 euros pour qu'on parle d'eux pendant 1 minute 30 dans une vidéo. Et j'étais là, c'est trop, quoi. C'est trop, ça n'a pas de sens. C'est quoi dans ta vie? Pourquoi d'un coup cette crise de se dire mais il faut que je fasse quelque chose d'utile dans le cadre de ta vie aujourd'hui? Je pense qu'il y a la rupture amoureuse donc, que tu as évoquée, mais je pense surtout que j'avais l'impression de devenir grise, en fait. J'avais l'impression de me tromper, quoi, comme je sais pas,
si tu fais un sport et à chaque fois que tu sors du cours de sport, tu pleures, tu fais du rugby, t'es là, tu essaies de te frapper la balle. Je m'identifie beaucoup parce que je fais du rugby, j'étais pas du tout douée. Ouais, tu t'es tout le temps là, t'es égratigné, t'as mal partout, t'es triste. Au bout d'un moment, t'arrêtes d'aller au rugby, quoi. Genre, le contraire de griser, du coup. Mais j'avais l'impression que ma couleur devenait grise, quoi. Je sais pas comment te dire. Moi, je marche beaucoup à la passion, quoi. Je m'ennuyais, je dépérissais, en fait. Ça n'avait plus de sens. Et surtout, j'ai ouvert ma propre entreprise. Et je me souviens que... Donc, on m'a appris que pour une entreprise, pour qu'elle soit rentable, il fallait toujours vendre 30% plus cher que ce que tu dépenses pour que ta boîte ne coule pas, quoi, pour avoir des réserves, pour pouvoir payer tes salaires, etc. Donc, j'étais là, OK, soit. Et puis, l'année d'après, on m'a dit, bah, ça serait bien que tu doubles ton chiffre d'affaires et que tu doubles ton bénéfice. Et j'étais là, ouais, OK, bah, vas-y, on va faire ça. Puis, la 3e année, on m'a dit ça, mais je dis, attendez, pourquoi déjà pourquoi déjà parce que comme ça, les chiffres montent. Et comme ça... Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens. Et moi, j'ai fini une année avec... beaucoup de bénéfices, un énorme chiffre d'affaires. Mais moi, j'étais sur les rotules, mes équipes, elles étaient sur les rotules. Et en fait, j'étais pas heureuse, quoi. Donc, j'étais là, genre, à quoi bon, en fait, avoir couru après ces centaines de milliers d'abonnés, ce succès? À quoi bon avoir suivi mon rêve de petite fille de devenir connue à 12 ans si c'est pour raconter des placements de produits pour une chaîne de boulangerie, quoi. Enfin, j'étais vraiment là, genre... Donc, crise de sens. Qui t'amène quand même à t'intéresser à l'écologie. Ouais. Ici, on reçoit des humoristes qui sont plus ou moins engagés, certains font de la politique parfois sans le savoir, j'ai la sensation, en tout cas qui parlent de grandes thématiques de société. Toi, c'est assumé. Tu fais même des recherches, en fait, sur certaines thématiques, voire tu t'inscris dans des mouvements militants de manière extrêmement claire. Je pense à une vidéo que tu avais faite où tu appelais très ouvertement à quitter sa banque et à se mettre dans des petites banques qui ne pollueraient pas ou qui n'investiraient pas dans les énergies fossiles. C'est votre argent sur un compte bancaire éthique. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais vos économies, qu'elles soient à la hauteur de 100 € ou de 30 000 €, elles ne servent pas à rien. Et sans rien faire, en gardant nos fesses sur le canapé, il y a notre argent qui est responsable de pas mal d'émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce que tu t'informes ? Parce que, encore une fois, tu as quand même une démarche d'informer les gens sur certaines thématiques, donc ça veut dire que tu t'es informé. Et pourquoi le faire de cette façon ? Alors, comment je m'informe ? Pas très bien. Je perds énormément de temps. Bon, où est-ce qu'on va chercher de l'information écologique ? Moi, j'ai quelques sites que je regarde où ils font de la pédagogie, où ils traduisent les textes de scientifiques pour des gens comme moi qui n'ont pas le temps de creuser. Moi, je lis des rapports extrêmement résumés du GIEC. Vraiment, je lis le truc pour l'école primaire. Non, mais en gros, je suis pas très organisée, mais j'ai quand même un background et une confiance en moi due à mes études, au fait que j'ai été toujours très scolaire. Je pense que depuis, j'ai développé un trouble, comment ça s'appelle ? TDAH, ouais. TDAH, genre fois 1000. Je pense que les réseaux sociaux n'aident pas du tout. Mais je perds beaucoup de temps. Voilà, je perds beaucoup de temps, je trouve. J'aimerais tellement avoir une Salomé Saké dédiée à mes blagues, qui me dit « Regarde, on pourrait faire des blagues sur cet article qui n'est pas passé, le 49.3 ». Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé parce qu'apparemment, vous avez autre chose à faire, mais bon. Et donc, je m'informe un peu comme je peux. Je mets beaucoup de doutes et je transmets ces informations à travers l'expérience. Donc, par exemple, ce que je vais essayer de faire dans Vers chez vous, c'est regardez les manuels d'écologie. Ils nous disent, regardez, c'est facile d'avoir une salle de bain zéro déchet. Regardez comme c'est facile de construire votre propre compost d'intérieur en récupérant des palettes. Et sauf que moi, je ne savais pas du tout me servir d'une perceuse visseuse. Et donc, j'étais là, on va voir si c'est facile. Et en fait, c'était tellement pas facile et tellement chiant en tant que citadine d'essayer de mettre toute cette énergie. Et ça, d'ailleurs, ça m'a épuisée. Preuve que l'écologie est bourgeoise, non pas parce que ça coûte cher, mais parce que ça demande du temps. C'est vraiment... Enfin, oui, c'est vrai que fabriquer son propre compost, au début, c'est bourgeois et un truc de bobo. Et après, ça devient autre chose parce que je pense que ça peut te faire réfléchir et aller plus dans l'engagement. Donc, je suis allée chez mes abonnés. Je leur ai demandé de remplir un questionnaire. Est-ce que vous voulez que je vienne chez vous ? Et on construit un truc écolo ensemble. Donc, des toilettes sèches, un récupérateur d'eau de pluie, une mare pour accueillir les grenouilles, transformer votre salle de bain en zéro déchet, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, j'étais là, mais c'est tellement chiant. Mais il y avait des trucs plus passionnants que d'autres. Construire des cabanes en bois, c'est rigolo. Faire de l'hydroponie, c'est super chiant, par exemple. Et en fait, c'était tellement chiant que je me disais, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose
qu'on ait tous de l'hydroponie sur notre balcon, donc on est tous investis dans un petit, dans une pompe électrique, dans un filtre, et qu'on ait tous, genre, toutes les 2 personnes, des petites files, des petites pompes électriques. Est-ce que c'est intéressant d'avoir son propre potager plutôt que d'aller à une AMAP à côté de la maison, etc. Et c'est là aussi que sont venues les vidéos sur Instagram, où j'ai essayé de résumer pourquoi c'est important d'avoir un compost chez soi. Et j'essaie en 1 minute 30 sur mon Instagram Vers chez vous, parce qu'il y a l'Instagram Swan Périssé et l'Instagram Vers chez vous. Et sur l'Instagram Vers chez vous, j'essaie de résumer en 1 minute 30 un petit truc qui a l'air bobo et nul au début et pourquoi c'est global et pourquoi c'est important. Mais pour les gens qui nous regardent, peut-être qu'il y en a qui se disent, mais c'est une bourgeoise blanche qui vient nous donner des leçons d'écologie, mais elle connaît rien à la vraie vie. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je réponds que vous n'avez pas tort. Enfin, moi, en fait, j'ai jamais eu la démarche de dire aux gens ce qu'ils devaient faire. Enfin, toi, tu as eu cette impression. Non, mais t'incites. C'est vrai que tu dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire, mais t'incites. J'incite. Vu que je l'ai fait par l'expérience et que j'ai dit essayons de faire ça et que j'ai jamais caché quand j'étais épuisée, j'ai jamais caché que les gens, il fallait qu'ils mettent à ma disposition leurs vacances ou leur week-end pour qu'on puisse le fabriquer, etc. Que je l'ai senti dans ma chair. Je pense que souvent, à la fin des vidéos, j'ai dit franchement, ça sert à rien de faire ce que je viens de faire. Je vous conseille vraiment d'acheter vos propres cotons démaquillants plutôt que de les fabriquer quand vous ne savez pas coudre, car c'est très pénible. Mais là où j'ai eu l'impression de voir un tournant, tu le disais, c'est que tu as documenté des actions très individuelles. Tu as incarné ces actions-là, puisque toi-même, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on peut te suivre sur les réseaux sociaux, c'est que tu montres qu'on peut vivre autrement et que tu n'as pas toujours vécu de cette manière, mais que tu essaies de vivre de la manière la plus écologique possible sans être irréprochable, mais que voilà, tu documentes des voyages en vélo jusqu'en Allemagne, jusqu'à Copenhague, pardon. Tu montres différentes manières de faire, différentes initiatives, mais, et j'ai l'impression que ce contenu est plus récent, tu montres que ça ne suffit pas. Et qu'il y a un moment, c'est politique. C'est ça. Et donc que ça se joue à une échelle nationale, et donc que ça se joue aussi dans les banques, avec la pression citoyenne. Et en fait, régulièrement, dans ton spectacle, dans tes vidéos, dans tes interviews, tu abordes des sujets on ne peut plus politiques, comme la réforme des retraites, comme des grands sujets de société sur le financement des énergies fossiles, ou voire tu appelles carrément à voter pour une personne, je pense à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle, où tu as publié une vidéo, où tu as appelé ouvertement à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Donc là, on est vraiment sur de l'engagement politique plus. J'ai l'impression que tu te radicalises au fil des années. Alors, je remets juste cette vidéo dans le contexte. C'était vraiment les quelques jours, pas les 24 heures, car c'est interdit, mais les quelques jours avant l'élection. En fait, j'étais en train de m'épuiser. En fait, c'était là le tournant. Le tournant politique, ça a été quand j'ai appelé à voter Mélenchon. Parce que tout le monde sous-entendait. Puis moi, je passais énormément de temps à appeler tous mes potes, à leur dire « faut voter Mélenchon, blablabla ». Pas parce que t'adores Mélenchon. Non, pas parce que j'adore Mélenchon, mais parce que c'était le programme le plus sérieux en termes d'écologie et de justice sociale. Et donc, j'ai fait une vidéo qui a fait genre 1 million de vues en 12 heures, où j'ai dit... j'ai vu une influenceuse qui est une femme en plus qui prend un vrai tournant écologique, qui en parle beaucoup sur ses réseaux, qui a dit c'est pas aux influenceuses de vous dire pour qui voter. Et c'est vraiment une femme que je respecte énormément. Mais il y a plein d'influenceurs, influenceuses qui montrent quel shampoing prendre, qui montrent quel déodorant est utile, qui montrent dans quelle banque il faut mettre son argent et tout. Alors j'étais là, je vois vraiment pas pourquoi on pourrait pas dire pour qui on vote, quoi. Donc j'ai fait une vidéo où je fais semblant de dire je vais pas vous dire pour qui je vais voter, pour Mélenchon, parce qu'en fait moi je suis pas là pour vous dire admettons que je vote pour Mélenchon. Ben, moi je vais pas vous dire votez pour Mélenchon. Admettons que Mélenchon soit la personne pour qui je vais voter. Je vais pas être là, je vote pour Mélenchon. Enfin c'est bon, on n'est pas là pour propagander Mélenchon. Donc voilà, et je pense que là ça a fait le tournant où en fait j'en pouvais plus de faire semblant de parler des shampoings solides et de quel copeaux des toilettes sèches il fallait prendre et tout, alors que je sais très bien que la plupart des gens, ils galèrent dans des tout petits apparts et ils peuvent pas avoir de toilettes sèches. Donc là, ça a carrément amorcé un gros changement qui a pris 2 ans, je pense. Et là, j'ai un nouveau programme. Est-ce que je peux parler de ce nouveau programme qui arrive ? Bien sûr. J'ai un nouveau programme qui arrive sur ma chaîne principale, qui s'appelle Swan Périssé. J'ai arrêté les vidéos pendant pas mal de temps, où je me suis dit, j'aimerais bien m'interroger sur les conséquences que ça va avoir dans nos chairs, le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, etc. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences dans nos quotidiens, sur nos relations, sur les films qu'on regarde sur Netflix, sur comment on relationne avec les gens, comment on aime, comment on mange, comment on bouge.
et quelle vie on pourrait avoir si on se remontait les manches et qu'on mettait en place la sobriété tant attendue, tant nécessaire en fait. Et donc, à partir de la rentrée, là, je ne sais pas à quelle date sort cette vidéo, mais normalement, je développe un podcast qui est aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Il y a plus de saison », dans lequel je vais normalement interviewer des personnalités qui parlent d'écologie. Et normalement, ça sera un spectacle humoristique sur comment on va tous mourir. Super. Voilà. Et oui, en fait, je suis très contente d'être passée par cette exploration des initiatives individuelles parce que c'est ce qu'on nous matraque tout le temps dans les médias. Et je suis très contente parce que je suis arrivée au bout. Voilà, à un moment, tu as ta cuisine zéro déchet, tu as ta voiture électrique ou ton vélo électrique, tu fais la vaisselle à la main avec ta bassine en dessous. Enfin, comment tu renverses le capitalisme? C'était intéressant. Ouais. Même en tant que journaliste qui t'observe depuis plusieurs années, de voir cette politisation qui s'opère pour arriver à ce moment-là. Et donc, comme c'est une émission où on interroge quand même le rôle de l'humour dans ces transformations de société immenses qu'on est en train de vivre, parce qu'encore une fois, on n'arrête pas de le répéter à Blast, mais le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, c'est peut-être les plus gros défis auxquels l'humanité n'est jamais due à faire face. On est à un moment tournant, un vrai tournant politique, un tournant de société. Est-ce que tu peux comprendre qu'en tant qu'humoriste, on puisse se dire « moi, je vais faire des blagues sur les tasses à café et je ne vais pas parler de politique ». Je peux comprendre, mais je trouve que ces gens n'auront pas le même impact que moi, j'espère avoir sur les gens. Mais je peux très bien comprendre. Moi, je regarde les Pour toi, le rôle de l'humour, il doit avant tout être politique ou ça se discute? En fait, en tant que consommatrice, j'aime bien rigoler et j'adore rigoler quand il y a un message derrière. Mais je veux pas juger mes confrères et consoeurs parce que j'adore le stand-up. En fait, moi, je suis amoureuse des blagues avant d'être féministe et avant d'être écolo. Mais moi, je peux pas faire autrement. Genre, c'est impossible. En ce moment, je négocie des coproductions pour mon spectacle, donc avec qui je vais coproduire. Et donc, tu as des gens qui coproduisent d'habitude des spectacles très traditionnels, qui peut-être essayent, malgré eux, mais de mettre un peu dans des cases ou à la télé, tout. C'est impossible. Genre, moi, je parle d'inverser la pénétration au sein du couple, je parle d'envoyer de l'acide sur les paupières de gens qui veulent nous faire passer la retraite à 64 ans. J'arrive pas, c'est impossible, je suis intenable en fait. Puisque tu parles justement de cet extrait-là, on va y venir directement, parce que là, tu es en train de revenir avec un nouveau spectacle, tu l'as dit, qui est en rodage, qui va bientôt se jouer. J'ai eu la chance de le voir, justement, cette version en rodage. Il se joue en rodage et il se jouera officiellement bientôt. D'accord. On peut venir me voir en rodage, il faut chercher un peu. D'accord. Et bientôt, vous ne pourrez plus passer à côté. Très bien. Bon, on espère que ce sera partout, mais il y a un moment où tu le disais, t'appelles, évidemment dans le cadre d'un spectacle d'humour, à torturer Emmanuel Macron. Physiquement, en donnant des détails. C'est incroyable que tu sais dans ta interprétation. En donnant des détails. Non, moi, avec mon sale esprit journalistique, j'ai vu ça et je me suis dit, ça m'a rappelé cet épisode avec la chanteuse qui avait, Isia, qui s'appelle, et qui avait dit sur scène, en se glissant dans la peau d'Emmanuel Macron, dans le cadre, en fait, d'une présentation artistique, vraiment dans le cadre de son spectacle. Je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, telle une piñata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout. Donc, voilà, quand même. Et elle parlait de Macron. Et elle parlait d'Emmanuel Macron. Et ça a eu des grosses répercussions. Ça a fait un tollé pas possible. Il y a eu des réactions politiques par dizaines. Il y a eu une enquête qui a été ouverte par le parquet de Nice. Il y a un de ses concerts qui a été annulé. Est-ce que toi, t'as pas peur de ça quand tu fais des blagues? Moi, j'ai pas du tout l'impression d'appeler ouvertement à la torture d'Emmanuel Macron. Je veux juste recontextualiser. En fait, il y a toute une partie du spectacle qui est sur mes pulsions de colère incontrôlables. Et je parle de ce que j'imagine quand je vois des choses comme ça à la télé. C'est pas de la colère ce que je ressens là. Moi, je trouve que ça témoigne d'une certaine curiosité intellectuelle. Quand on voit quelqu'un à la télé, par exemple, qui dit un truc du genre qui aurait pu prédire le réchauffement climatique? Moi, je trouve que ça témoigne d'une certaine curiosité intellectuelle de se dire, tiens, ça fait quoi le bruit d'une mâchoire qu'on écrase contre le mur? Mais c'est juste pour savoir, en fait.
Moi, je trouve que ça témoigne d'une certaine intelligence émotionnelle quand on voit quelqu'un à la télé qui, par exemple, au hasard, fait passer la réforme des retraites avec le 49.3 au hasard. Je trouve que ça témoigne d'une certaine intelligence émotionnelle de se dire tiens, si cette personne par réflexe ferme les paupières comme ça, est-ce que l'acide transperce quand même ses paupières? C'est pour être au courant. Donc voilà, j'incite pas à faire ça quand même. Cependant, en fait, moi, j'aimerais beaucoup arriver, ça serait arrogant de le dire, de dire que je suis presque, mais dans mon spectacle, j'aimerais réussir à raconter comment une colère qui au début a l'air d'être cette fille a des problèmes de colère, comment en fait On la transforme. mais en fait c'est de l'indignation politique et qu'on n'arrivera pas à me calmer avec du yoga ou avec un stage de jeûne quoi. C'est impossible, ça se calmera jamais en fait. Donc j'essaie de parler de comment je suis passée d'une fille colérique à une fille un peu plus calme mais indignée. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Est-ce que j'y arrive? On verra la suite. C'est maintenant. Tu le disais, la colère, c'est quelque chose qui t'anime depuis quand même un moment. Oui. Ça te donne de l'énergie aussi pour créer. Tu crées énormément, tu as créé ton entreprise, tu as eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a eu une période où tu étais épuisée, où tu étais peut-être proche du burn-out. Je ne sais pas si on peut dire ça. Ouais, et ça. Régulièrement, tu soulignes les problèmes que peuvent poser les réseaux sociaux. Tu avais publié une vidéo où tu disais moins connue mais plus heureuse. Ouais. Parce que ça n'apporte pas forcément justement du bonheur, cette sursollicitation, ce toujours plus. Et puis tu as même pris une pause. Fin 2022, tu avais coupé tous tes réseaux et tu avais annoncé le faire pendant 1 mois. Comment est-ce que ça a fonctionné pour toi de couper les réseaux sociaux de cette manière? Est-ce que tu encourages à le faire? Est-ce que tu considères que c'est indispensable quand on est une personnalité publique, quand on a ce métier qui est quand même très exposé, à un moment de prendre des pauses et de s'isoler de tout parce que tu es allé dans un écolieu, c'est ça, pendant ce temps-là? Au-delà de faire une pause des réseaux sociaux, qui sont des choses que j'encourage tout le monde à le faire, régulièrement, j'ai fait une pause des écrans. Donc, je n'avais plus de portable et je n'avais plus d'ordinateur. Donc, c'est surtout ça, je pense, qui m'a changé la vie parce que je pense qu'on est habitué à remplir le vide, en fait. Et c'est prouvé avec des séries toutes plus excitantes les unes que les autres, les réseaux sociaux, bien sûr, qui savent venir solliciter la dopamine dans notre petit cerveau, mais aussi les rencontres, les stimulations d'applications de rencontres amoureuses, les ego trips avec les réseaux, les façons de communiquer, de confirmer 40 fois qu'on vient au rendez-vous. Enfin, tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une multiplication des écrans permanente. Ce qui s'est passé, et ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que les premiers jours, j'ai dormi 14 heures. Mais je ne m'attendais pas du tout. J'étais là, pourquoi tu dors? T'as dû être fatiguée la nuit d'avant. Mais non, ça a duré vraiment 7, 8, 9 jours où je dormais. Et après, je m'étais bien organisée, j'avais pris des livres qui parlent de ça, donc qui parlent des algorithmes, qui parlent notamment le livre de Cyril Dion qui s'appelle Le Petit Manuel de résistance contemporaine. Et je crois qu'il y a au moins 15-20 pages sur quels sont nos quotidiens aujourd'hui. Et il explique que notre quotidien aujourd'hui, c'est les écrans. Et il explique que le sommeil des Européens est en chute libre. Est en chute libre. On ne dort plus, mais on n'a pas l'impression, toi et moi, d'être fatigués le matin. Enfin, on a l'impression. Si, on est fatigués. On est fatigués, mais voilà, aujourd'hui, les gens, quand ils font des pauses de 2 jours. Mais je te jure, moi, je sais que c'est un luxe. Ouais, voilà, 1 mois, tu te rends compte qu'il y a vraiment un souci. C'est comme si tu prenais du café tout le temps, qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui faisait « Hey, regarde, c'est trop cool, hey, regarde, c'est trop cool, hey, regarde, c'est trop cool ». Sauf que c'est tout le temps dans notre cerveau. Donc moi, je pense que ça nous fuck up le cerveau de ouf. Et au niveau de la notoriété, est-ce que tu ressens une pression vis-à-vis de ça? Franchement, non. Enfin, moi, non, je suis très détachée de ça. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de pression. Je pense que c'est des choses inconscientes. Par exemple, j'avais l'impression d'avoir aucun complexe par rapport à mon corps sur les réseaux. Et puis récemment, j'ai pas aimé me voir en vidéo parce que je m'y suis remise et je me suis dit ah oui, en fait, tu te juges, tu vois, sur ton physique. Donc je pense que inconsciemment, c'est un peu vaseux, c'est toujours là. Mais moi, par exemple, je réponds jamais à mes commentaires sur mes réels. Je réponds à mes MP sur Instagram quand ils sont bienveillants. J'ai régulièrement des vagues de haine sur des forums masculinistes. Donc en fait, quand j'ai des vagues de haine ou des bons buzz ou des mauvais buzz,
et jamais l'un qui vient sans l'autre en vrai, hein, ben je reçois vraiment des centaines ou des milliers de commentaires de haine. Et donc, j'exagère, des milliers. Tu coupes. Je vois les 2-3 premiers commentaires, donc c'est que des mecs qui posent avec leurs muscles sur leur photo de profil et tout. Je suis là, je sens que ça vient pas de mon public, ça. Et il y a des mecs Oui, très c'est musclés. t'as pas de mec musclé. Si, il y a des mecs très musclés qui regardent mes spectacles, mais en général, ils veulent me faire l'amour. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais, et en gros, j'arrête de regarder, quoi. Donc, je fais une pause. Je sais que, voilà, pendant 10 jours, je vais m'en prendre plein la gueule. Et voilà. Donc, je suis assez distante. J'ai assez de recul sur ça, je pense. J'espère que ça durera longtemps. Et j'aimerais revenir sur une dernière thématique, parce qu'encore une fois, on a commencé à l'aborder, mais pas totalement, sur l'exposition de ta vie intime. Ouais. Parce que tu montres depuis des années beaucoup Ouais. de choses. On l'a dit, tu as montré ta rupture amoureuse. Tu montres un peu les coulisses de ta vie, ton déménagement, tes bas, tes hauts. Comment est-ce que tu gères cette exposition de ta vie privée et de ta vie publique, sachant que ta vie privée est sur les réseaux sociaux quasiment quotidiennement? Je pense beaucoup moins que plein d'autres influenceurs, influenceuses. Et moi, je poste jamais pendant que je fais mes aventures, pour des raisons de sécurité. Donc, je dis jamais où je suis. Si toi et moi, on va faire un pique-nique délicieux au parc du Luxembourg, j'en sais rien, je le dirai demain. Donc, je dirais aujourd'hui, je suis avec Salomé. Je vais pas mentir délibérément, genre aujourd'hui, alors que c'était hier, mais je vais dire Salomé, pique-nique, tu vois. Oui. Mais jamais je vais montrer, voilà, donc pour des raisons de sécurité. Et en fait, je fractionne. Donc en fait, je filme jamais en direct en story. Je mets jamais le lieu, bien sûr. Et par exemple, en ce moment, je suis officiellement en rando dans les salles. J'ai vu ça. Voilà. J'ai vu ça avant que tu viennes. C'est pour ça que tu m'as envoyé un texto. Et je me suis dit, elle se rappelle bien qu'il y a T'es une là. interview à Paris. Bonjour Swan, tout va bien? Tu es dans le train? Bah non, pourquoi? Je suis dans un lac à 2600 d'altitude. Bah voilà. J'ai eu un petit doute. En fait, c'était la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de les poster. J'avais pas du tout envie pendant ma rando de passer 3/4 d'heure comme ça à poster mes trucs. Voilà, donc en fait, c'est le temps, en fait. Et quand je le fais, je me dis, c'est du travail. C'est du travail qui me fait plaisir, c'est des valeurs que j'ai envie de défendre, c'est des choses que j'ai envie de raconter, mais pour moi, c'est du travail. Et alors, j'aurais une dernière question qui concernerait le potentiel engagement des autres humoristes ou influenceurs, parce qu'en fait, on se rend compte que tu es influenceuse et humoriste. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut s'engager sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais qui n'ose pas le faire, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, et moi, c'est des conversations que je peux avoir aussi parfois avec des personnalités publiques qui disent « Moi, c'est pas mon créneau de m'engager sur l'écologie, notamment. Si je m'engage, j'ai peur qu'on me tombe dessus sur tout ce que j'ai fait avant ou tout ce que je continue à faire à côté, et on est obligé d'avoir une espèce de perfection. » Alors, moi, mon premier conseil, hors de comment on va te regarder, etc., c'est de réduire. Donc, que ça soit de réduire les contenus, mais ça, c'est très difficile quand t'es influenceur, parce que... Enfin, il y avait un moment, moi, je faisais une vidéo par jour en février sur mon Instagram, et genre, en 3 semaines, j'ai gagné 85 000 abonnés et tout, je n'arrivais plus à m'arrêter. Je faisais genre 3 millions de vues par jour, je vrillais, en fait. Ouais. J'étais avec mon ami Mathéo Balès, qui m'aidait à faire mes vidéos, d'ailleurs, qui est sur les réseaux sociaux aussi, qui fait beaucoup de choses engagées aussi. Et en gros, on était là, on écrivait, on montait, on publiait, on écrivait, on montait, on publiait. Et à la fin du mois, il m'a dit moi, je pense que tu devrais arrêter parce que tu as d'autres choses à faire dans ta vie, un spectacle de stand-up, tes amis, des aventures à vivre. Et moi, j'étais là, genre, je veux pas m'arrêter. Genre, vraiment, c'est une drogue, quoi. Tu buzzes, Donc, de réduire ça, finalement, voilà. C'est une forme d'engagement parce que... Oui, c'est parce que tu te détaches de ton image et de la course aux vues. En fait, les vues, l'argent, c'est pas très différent, je trouve. Ça veut pas dire que quand je fais 1 million de vues, je gagne 1 million d'euros. J'aimerais bien. Mais c'est toujours plus, en fait. Ça n'est jamais assez. Donc, c'est la décroissance appliquée à soi-même. Exactement. Donc, voilà. Et pourquoi je dis ça aussi de façon très pragmatique? C'est parce que ce qui se passe, c'est que les influenceurs, les youtubeurs, les youtubeuses, aujourd'hui, pour rivaliser avec leurs collègues tout aussi connus, ils doivent faire toujours plus de contenu et toujours plus produit. Donc, quand tu fais... un concours de Formule 1, il y a genre des centaines, voire des milliers de personnes qui doivent produire tes caméras, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais après, avant? Tu fais un partenariat avec Nike ou avec Adidas, parce que tu dois payer tous ces gens. Et en fait, presque tous et toutes, en tant qu'influenceurs, influenceuses, on a des entreprises et on a des gens à payer. Donc, si tu fais 4 vidéos par semaine, et qu'en plus, tu as... ta boutique éphémère, ta boutique en ligne,
ton programme sportif, si tu fais des lives sur Twitch, etc. En fait, au bout d'un moment, tu as besoin de gens. Donc, tu te mets tout seul dans le besoin de faire Des partenariats polluants. 30 000, 100 000, 400 000 euros par mois. Parce que tu dois payer les gens, en fait. Et donc, il faut réduire. Mais c'est vachement dur. Réduire pour réduire les partenariats polluants. Pour réduire les partenariats polluants. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu fais un emprunt pour rembourser ton appart. Voilà, tu es là, tu travailles dans la finance, au début, tu te poses pas trop de questions. Et à 28 ans, tu contractes un emprunt, tu dois rembourser 2 300 euros par mois parce que tu as acheté un appart dans Paris, j'en sais rien. Et tu dis, bah non, je suis coincée, j'ai un emprunt. Donc, je peux pas arrêter de prendre l'argent de mon patron véreux. Je caricature. Mais en fait, on s'enferme tout seul dans des systèmes où on doit de l'argent. Donc, juste, il faut réduire, quoi. On n'a pas besoin... De s'engager publiquement, de faire de l'engagement. Ouais, en fait, en tout cas, d'un point de vue d'une influenceuse qui faisait beaucoup de vues, qui gagnait énormément d'argent, qui a vraiment réduit, moi, je conseille ça parce qu'en plus, ça amène de la joie, des bonnes petites recettes, du temps, etc. Mais aujourd'hui, je vois, il y a plein d'influenceurs, influenceuses qui ont mon âge sur YouTube, qui achètent une maison, qui la rénovent, donc une maison avec 40 pièces, non, j'exagère, mais 10-12 pièces, 4 salles de bain et tout, ils la rénovent. 3 ans plus tard, ils la vendent, ils achètent une autre maison plus grande, ils la rénovent parce que c'est trop 2010. Hein. Et après, ils la vendent et je suis là, mais cette vie n'a aucun sens. Cette vie n'a aucun sens. Mais ça fait du contenu, voilà. La cuisine, elle est moche. Regardez, ce lavabo avec les formes de 2010. Maintenant, on va le mettre avec les formes de 2023. On va s'en servir 4 fois parce qu'on va être trop busy à faire les partenariats qui vont pouvoir payer le lavabo aux formes de 2023. Et après, on sera un peu lassé, donc on va acheter une autre maison. Ça me fait halluciner, quoi. Ça me fait halluciner. Écoute, en espérant que peut-être si des influenceurs ou des influenceuses nous regardent aujourd'hui, en espérant qu'ils puissent peut-être suivre tes conseils. Merci beaucoup, Swan Périssé, d'avoir été avec nous. Avant qu'on termine, j'aimerais juste que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui voudraient te suivre ou qui voudraient venir te voir. Je joue mon spectacle en rodage tous les mardis et les mercredis au théâtre Le République à Paris. Et ça s'appelle En Construction, parce que c'est un spectacle en construction. Et je lance mon nouveau podcast, donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes où on écoute des podcasts. Ça s'appelle « Il y a plus de saison ». Et vous pouvez le retrouver aussi sur ma chaîne YouTube, Swan Périssé. Et c'est des interviews qui se font en public et qui sont humoristiques et qui se tournent à l'Européen à Paris. Donc vous pouvez taper « Il y a plus de saison Européen ». Ce Google, voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, Salomé, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vision de l'humour de Swan Périssé. Et si cette émission vous a semblé intéressante, n'hésitez pas à la partager ou à mettre un pouce en l'air sous la vidéo. Et dites-moi en commentaire quel humoriste vous voudriez voir venir prochainement sur le plateau de Blast pour parler humour et politique. Je vous rappelle que Blast est un média complètement indépendant. Nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc, si vous voulez que ces émissions continuent, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.